beaucoup. Merci Caroline. On s'achemine vers la dernière plénière. Je sais que c'était très très intense, mais cette plénière, elle va tous nous rebooster à fond. Et donc j'appelle les participants de cette plénière à venir. Elsa Dacosta d'Ashoka France, Elisabeth Elkrief de la Fondation Alpha Omega, Sophie Vaujour d'Impact Europe, Véronique Gentreyer de Planète Enfants et Développement et Johanna Legru d'Alliance pour l'éducation United Way. Allez, oui, vous pouvez les encourager. Ah bah j'avais pas remarqué, mais c'est une plénière 100% meuf. Mais c'est bien. Mais c'est bien. Mais ça, c'est bien ça. 100% meuf. Oh non, il n'y a pas d'ordre. Non, il n'y a pas d'ordre. Ah non, non. Bah, comme vous voulez. Ouais. Vous vous mettez comme vous voulez. C'est quoi? Comment ça va? Ouais, pas mal. Ouais, ouais. Bon, on commence par quoi? On commence par qui? On commence par Johanna. Ouais. Et pourquoi vous voulez regarder vos noms? Vous connaissez vos noms, non? Ah, le thème, vous connaissez pas le thème? Donc le thème, c'est pour ceux qui ont Donc, pas suivi. tu nous aurais demandé n'importe quoi, on serait venus. Non, ben oui, d'accord. Donc c'est faire ensemble, on en parle depuis ce matin, mais faire ensemble différemment, jusqu'au bout, jusqu'à la fusion. Donc on va parler des fusions, des rapprochements, des sessions, des reprises, et faire ensemble au-delà des frontières. Donc c'est un peu ça les deux thèmes. Donc toi, Johanna, tu peux cocher plusieurs cases, donc vas-y, à toi de démarrer. Ok, bonjour à toutes et tous. Déjà dire vraiment que je suis hyper heureuse d'être là avec Géraldine, Fred et leurs enfants et de ce beau projet. Et à quel point ça fait du bien de se sentir moins seule, parce qu'au quotidien, c'est vrai que les sujets qu'on porte sont pas en voie de résolution, en tout cas pour le mien, sur le décrochage scolaire des jeunes de quartiers prioritaires. Et ça fait du bien de se nourrir, voilà, d'être ensemble. Alors, Alliance pour l'éducation United Way, effectivement, on coche plusieurs cases, puisque au-delà d'être une association, je vais pitcher très rapidement, qui agit de la 6e à la 3e dans les collèges de quartiers prioritaires auprès de tous les élèves de toutes les classes des collèges avec lesquels on est partenaire sur un programme qui travaille sur le connaissance de soi, vivre ensemble et rencontres avec le monde professionnel, pour permettre à ces jeunes de quartiers prioritaires de trouver leur place et de se projeter positivement dans l'avenir. On est vraiment sur des questions aujourd'hui de cohésion sociale mise à mal. Voilà, la Concorde en parlait, les questions démocratiques sont très problématiques aujourd'hui, et dans ces quartiers qui ne sont qu'un miroir grossissant de ce qu'on vit par ailleurs, les sujets se posent drastiquement. Au-delà de ça, effectivement, en tant qu'expérimentation, cette association est une alliance, comme son nom l'indique, entre des associations partenaires qui agissent auprès des jeunes dans les classes, donc c'est sur le temps scolaire, des collaborateurs et collaboratrices d'entreprises de nos entreprises partenaires qui viennent rencontrer également les jeunes, et effectivement des pouvoirs publics, en tout cas des chefs d'établissement qui représentent l'éducation nationale. Et c'est effectivement depuis 2018 la fusion de deux associations, puisqu'il y avait deux associations qui agissaient sur le même sujet, sur les mêmes territoires, donc les quartiers prioritaires. L'une s'appelait Alliance des mécènes pour l'éducation. C'était un programme dans lequel il y avait ces temps en classe, toujours auprès des jeunes de quartiers prioritaires, mais également des temps de campus, des vacances en famille. Voilà, cette idée d'accompagnement assez individuel d'élèves plutôt méritants. Et puis, il y avait une association, United Way France, qui était l'antenne française, sans rapport de gouvernance, mais d'une ONG américaine qui agit globalement, on va dire, sur l'impact collectif autour des sujets d'éducation, de pauvreté et d'accès économique. Et donc, ces deux associations travaillaient sur les mêmes sujets, sur les mêmes champs, avaient finalement les mêmes partenaires, les mêmes financeurs, et elles ont décidé en 2018 que c'était mieux de faire ensemble, de s'associer. Alors là où c'est très intéressant, c'est que les deux conseils d'administration étaient très différents, puisque Alliance des mécènes pour l'éducation avait été créée par, d'ailleurs, l'AMICAL. Les discussions avaient eu lieu au sein de l'AMICAL entre des entreprises, donc on était là plus sur un projet de fondation d'entreprise, alors qu'United Way France avait été créé par des philanthropes individuels. Et donc se rencontrent aujourd'hui dans ce conseil d'administration deux
moyens de voir le monde qui sont celles d'un philanthrope individuel qui s'implique personnellement avec son argent personnel et qui a une vision de long terme, cette logique un peu de passeur, et puis des fondations d'entreprises qui sont plus dans un temps court. Donc là, on est vraiment sur cumuler urgence et temps long. Et donc, on essaye de répondre. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole, mais en tout cas, on est allé jusqu'à la fusion. Génial. De toute façon, je te redonnerai la parole parce qu'en plus, vous agissez en coalition aussi sur le terrain. Tout à fait. On va pas arrêter là. Eh ben, passe à ton voisin. Voilà, Véronique. La voisine, en l'occurrence. Ouais, la voisine, ouais. Donc, merci. C'est tout plein d'énergie, plein d'informations. C'est très riche et je pense qu'on est tous un peu fatigués. Alors, j'ai l'impression qu'au-delà des frontières, ça me concerne. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'associations qui travaillent à l'étranger, mais... Il y en a. Super. Donc, Planète Enfants et Développement, c'est une association qui a 40 ans, révolue, et qui travaille à l'international et en France depuis quelques mois, en fait, puisque justement, ça fait partie d'une fusion-absorption qu'on a réalisée il y a quelques temps. Et donc, nous travaillons pour la protection, l'intégration, l'éducation des enfants dès le plus jeune âge. Donc, c'est aussi quelque chose de fort chez Planète Enfants et Développement. On travaille dès la petite enfance pour lutter aussi contre le déterminisme social et notamment qui est très, très marqué dans les pays du Sud. Voilà, donc c'est une petite association avec, avec les problèmes qu'on a quand on n'est pas très gros, c'est-à-dire des équipes un peu réduites, à temps partiel, on n'a pas beaucoup de moyens, etc. Et il y a quelques années, avec le conseil d'administration, on s'est dit, bon, il faut atteindre une taille critique pour être un peu plus stable, avoir plus de compétences, être un petit peu pérenne. Et plutôt que de se débrouiller tout seul, on s'est dit on va plutôt aller s'associer avec d'autres associations qui sont comme nous. Ça semble plus intéressant, on va pouvoir travailler ensemble. Et c'est vrai que c'est quelque chose que nous, chez Planète Enfants et Développement, on porte beaucoup. On essaie de faire des projets en consortium et de se complémenter. Quand on voit sur le terrain pas mal d'associations qui chacune ont leur petit projet, c'est pas toujours évident. Donc j'ai pris à l'époque, moi, mon bateau de pèlerin. Et j'ai été rencontrer des associations pour dire est-ce que vous n'avez pas envie de vous marier avec moi à l'époque, c'était en 2016, les associations étaient ouais, c'est super intéressant, mais bon, là, on est en train de travailler sur notre stratégie. Enfin bref, finalement, intéressé, mais pas beaucoup d'actions. Et finalement, on a rencontré, alors à l'époque, on s'appelait Enfants Développement, on a rencontré Planète Enfants qui travaillait au Népal, comme nous, avec le même état d'esprit, etc. Et on a concrétisé l'affaire. Voilà, donc en 2016, nous avons eu cette fusion et nous sommes devenus Planète Enfants et Développement. Et effectivement, j'entendais, tout ce que j'ai pu entendre, ça fait beaucoup écho. On a écrit notre histoire, réécrit notre histoire, c'était très important. Nous, on était un peu plus gros qu'eux, donc il fallait aussi que chacun trouve sa place. Et c'était du coup le début d'une nouvelle aventure. Et puis finalement, aimant ça et trouvant vraiment tous les effets positifs de cette dynamique, on a renouvelé l'expérience et en 2023, nous avons fait une fusion-absorption avec une association qui s'appelle Calcutta, la rue à l'école et qui travaillait en Inde. Donc maintenant, ensemble, on travaille en Inde. Et puis en juin, nous avons aussi fait une fusion-absorption avec une association qui s'appelait Chemin d'enfance, qui travaillait en France. Et là, ça répondait complètement à notre stratégie aussi de travailler en France pour l'enfance. C'était le cas de Chemin d'enfance, qui, elle, en revanche, est venue nous chercher. Et donc, on les a absorbés en juin 2024. Voilà, résumons rapidement l'expérience. Je fais juste une question de relance parce qu'en fait, vous m'avez contacté par email quand vous avez entendu parler de Joint Forces. Et en fait, plus on creuse avec Joint Forces, plus on se rend compte qu'en fait, des fusions-absorptions, des sessions, des reprises, il y en a plein et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'acteurs. Quand on parle de fusion ou d'absorption, souvent, le premier mot qui sort, c'est groupe SOS dans l'écosystème. Mais en fait, il y a une tradition, il y a des secteurs dans lesquels ça se fait, dans le parrainage d'enfants aussi, dans le sanitaire et social. Et donc là aussi, on va essayer à Joint Forces de documenter ça, parce que déjà, ça veut dire que ça fait moins peur, et aussi de vous entendre, vous. Là, on n'est pas sur quelqu'un qui fait de la fusion-acquisition et qui essaye de faire de la croissance externe. On est sur quelqu'un qui a un projet et qui nourrit son projet avec d'autres gens. Et donc, je trouve ça hyper intéressant. Merci pour le témoignage et merci de nous avoir contactés. Et de toute façon, je vous redonnerai la parole après. Sophie, tu veux enchaîner? On a commencé à dépasser les frontières avec Véronique. Bon, là, et en plus, ça reboucle avec l'Europe. Voilà. Carrément, Allez. puisque Impact Europe, voilà. Sophie Faujour, alors je suis au sein d'Impact Europe qui s'est appelé jusqu'à il y a 1 an, 2 ans EVPA.
Vous êtes peut-être plus familier avec ce nom-là. Impact Europe, c'est le réseau européen des investisseurs pour l'impact. Voilà. Et moi, je dirige pour l'Europe l'engagement du secteur privé, que ce soit voilà, de grandes multinationales ou grandes institutions financières qui déploient du capital sous forme de dons, d'equity, de dettes, donc aussi bien sur stratégie, philanthropie stratégique qu'impact investing. Donc Impact Europe, on est mandaté par la Commission européenne, c'est le réseau européen des investisseurs pour l'impact. Dans notre narratif, investisseurs, les fondations sont des investisseurs, compte tenu de leur approche stratégique de déploiement de dons. Et c'est à peu près 350 membres en Europe, qui représentent 12 à 15 milliards d'euros de mobilisation de capital. On a 4 grandes catégories de membres. On a des fondations familiales ou entreprises, des fonds d'impact indépendants, des grandes corporates multinationales, institutions financières, et puis des académiques et des consultants. Voilà. Notre rôle dans l'écosystème, c'est de mobiliser on est mandaté par la Commission européenne et elle nous mandate pour que plus de ressources soient allouées au soutien des associations et des entrepreneurs et des startups à impact. Voilà. Et notre rôle, bonne transition avec la coalition, c'est que notre rôle, c'est de casser les silos. Comme vous avez bien compris, nous, on est la voix des financeurs sur tout le spectre de l'impact. Donc, on soutient ces organisations depuis dans tout leur cycle de développement. Et on sait évidemment, voilà, une association, c'est plutôt du don. Quand elle s'hybride, elle commence à avoir besoin de dettes. Un jour peut-être d'equity, et puis surtout les entrepreneurs, les startups, c'est clairement des dettes et de l'equity. Donc voilà, donc casser les silos, vous voyez où je vais en venir. On a été, depuis la pandémie, il y a eu une accélération d'une tendance au sein de nos membres qui est le déploiement de capital collectivement. Je vous le traduis direct de l'anglais, mais ça veut dire qu'on a été clairement catalyseur pour déclencher des coalitions. Donc aujourd'hui, on en a 3, mais on en a 2 autres dans les cartons. On en a 3. On en a une qui est la coalition des acteurs sur la santé dans les pays du Sud. Typiquement, c'est Boehringer Ingelheim, la fondation Bayer, Philips, We Shared Foundation, qui est un gros family office hollandais. On a aussi une grosse fondation individuelle espagnole, etc. Donc, vous voyez, plusieurs profils d'organisations qui se mettent ensemble sur tout spectre de l'impact pour faciliter l'accès de la santé dans les pays du Sud. Une deuxième, l'Alliance pour la jeunesse, où voilà, le plaisir d'avoir la fondation Alpha Omega, par exemple, qui est dans cette alliance, qui a été lancée à l'instar de la fondation Schneider Electric avec Roi Baudouin Fondation, SAP, Microsoft, Amazon, etc., Bertelsmann Foundation. Et puis une troisième, Sustainable Food System, c'est vraiment voilà, le soutien aux solutions pour l'agriculture régénérative, circulaire, de la ferme à la fourchette. Voilà. Alors, à chaque fois, on a l'ambition est de générer un impact transformationnel et d'adresser les barrières systémiques rencontrées par les bénéficiaires. Voilà. Et à chaque fois, pour ce faire, 3 objectifs stratégiques. Le premier, c'est que nos membres sont intéressés dans ces fondations par cofinancer des projets, en dons, en dette ou en equity. Vous voyez toute la complémentarité et la force du dispositif. Deuxièmement, partager de la connaissance, de la data, des recherches, la publication. Et troisièmement, l'advocacy, évidemment. Et là, c'est vraiment jouer la Justice League à fond avec le LPI, par exemple, sur l'Alliance pour la jeunesse, là, qui nous a rejoints, mais aussi Philea, qui est le grand réseau européen des fondations, le GSJ du côté Impact Investing, etc. Donc, vraiment jouer collectif et peut-être juste une seconde, le pourquoi ils se mettent ensemble, c'est que honnêtement, d'abord, il y a eu beaucoup de procrastination sur la collaboration, mais là, je crois qu'on y est. C'est vraiment, on est dans un mode forced collaboration. On espère la fin d'un ancien modèle. Je discutais au déjeuner avec certains d'entre vous. Deuxièmement, c'est des problèmes très complexes
personne n'y arrive tout seul. Je dois dire que le secteur privé est très moteur, hein. C'est les entreprises qui souvent viennent nous voir pour dire en contexte pré-compétitif, on se met ensemble. Voilà, donc c'est complexe. Ils ne peuvent pas y aller tout seuls. Deuxièmement, complémentarité. Et puis, oui, il y a l'urgence à agir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que les fondations, elles ont beaucoup de mal à faire tourner leur portefeuille. Elles n'ont pas vocation, hein, vocation, enfin, je parle sous contrôle de Fondation Alpha Omega, qui est très pionnière en venture philanthropie, mais oui, on doit faire tourner portefeuille, c'est ça qui est sain, hein. Normalement, on est multi-year, puis à un moment donné, voilà. Mais ça devient de plus en plus difficile, puis il y a de plus en plus de demandes. Les fonds d'impact ont du mal à lever des fonds. Les corporates sont maintenant obsédés dans un contexte de dérégulation, obsédés par l'efficacité de l'euro dépensé. On parle de création de valeur plutôt que d'impact. Je ne sais pas si vous voyez où on en est. Création de valeur sociétale et business, hein, ça doit aller de pair maintenant. Donc voilà, l'urgence à agir. Merci Sophie. Elisabeth? Bonjour, bonjour. Donc, moi, je m'appelle Elisabeth Elkrieff, je suis la directrice de la Fondation Alpha Omega, qui est une fondation de venture philanthropie dans l'éducation et dont l'objectif est d'éradiquer, enfin la vision, la mission, je ne sais pas, mais et d'éradiquer le décrochage scolaire. Et on a un modèle assez particulier. Et ça, c'est ce dont je voulais vous parler en premier lieu, c'est-à-dire notre première expérience de collectif, qui est la façon dont on organise notre portefeuille associatif pour résoudre un problème social et le mode d'action qu'on déploie auprès d'eux. La deuxième expérience de collectif sur laquelle nous voulions témoigner, c'est le collectif Mentorat, qui est une expérience assez récente de délégation de services publics. Et quelles sont les conclusions qu'on en tire, nous, en tant qu'impliqués de façon indirecte et observateurs. Et en dernier lieu, moi, je voulais vous parler d'une expérience de mini-collectif qui est une fusion associative qu'on est en train de vivre entre Entreprendre pour apprendre et 100 000 entrepreneurs, et vous expliquer un peu quels sont les points positifs et les points négatifs qu'on est en train de vivre, dans la mesure où je pense que les fusions associatives vont se multiplier vu les tensions sur les subventions que rencontre le monde associatif. Donc, je déroule mes 3 points ou pas? Si tu veux. Oui. Je sens l'enthousiasme. Non, ce que je veux dire, c'est que tu peux faire une pause entre 2 points. Mais ça, oui, c'est très bien. Donc, sur la fondation, comment on est organisé? Donc, nous, on veut essayer, en tout cas contribuer de façon importante à éradiquer le décrochage scolaire. Donc, on a un portefeuille de 6 associations en prévention du décrochage scolaire et de 1 association en remédiation. On touche à peu près 202 000 enfants en prévention, 300 000 profs par le biais des associations que nous accompagnons, elles sont 5, et en remédiation, comme on accompagne les missions locales, on touche quasiment le cœur du réacteur, si ce n'est les invisibles, qui sont par définition non connus. Notre mode d'action, c'est d'apporter argent et compétences pour faire effet de levier sur les associations que nous accompagnons. Et les associations que nous accompagnons, on essaye d'avoir un impact systémique, dans le sens où on prend le chemin éducatif d'un jeune, on part de 3, 4, 5 ans, on essaye d'aller jusqu'à ses études supérieures, et à chaque moment de risque de décrochage scolaire, on considère que l'école et les parents sont potentiellement insuffisants pour maintenir cet enfant à l'école, et donc il faut un tiers éducatif pour venir renforcer l'alliance éducative parents-enfants autour de l'enfant, parents-profs autour de l'enfant. Et de ce fait, ce sont ces grandes associations éducatives qui ont un programme éducatif de très bonne qualité, qui ont un budget important, qui sont partout en France et qui touchent à peu près 10% de la population cible à ces moments-là, que nous accompagnons. Et notre objectif, c'est notamment de les mettre en capacité de démultiplier leur impact, mais aussi ensuite d'accompagner leur croissance. Donc on en a 6, et en général, elles touchent 10% de la cible à chaque moment charnière de risque de décrochage scolaire. Ça prend des années de les mettre en capacité de pouvoir faire x2, x3, x4, x10.
Et ensuite, il s'agit d'accompagner leur croissance. Donc évidemment, en les mettant en capacité de démultiplier leur impact, on essaye de faire baisser le coût marginal d'accompagnement des bénéficiaires supplémentaires de façon à faire qu'il y ait une possibilité de croître à moindre coût. Alors ça m'amène à une transition qui est le collectif mentorat, puisque justement c'est une expérience très intéressante qu'on vient de vivre depuis quelques années, où le mentorat a été identifié grâce à la compétence et à la qualité de l'accompagnement associatif comme une action qui méritait d'être déléguée par le service public. Et donc, il y a eu des budgets très importants qui ont été débloqués par l'État, autour de 30 millions d'euros par an. Et de ce fait, nous, on avait à l'époque dans notre portefeuille 2 des bénéficiaires des plus grosses subventions. Et pourquoi 2 des bénéficiaires? Parce que c'était des associations qui étaient déjà très importantes, mais surtout qui étaient capables de multiplier par 2, par 3 le nombre de bénéficiaires accompagnés. Et je pense que cette expérience est extrêmement intéressante parce que tous les gens, parce qu'évidemment, le plan mentorat, le collectif mentorat, ça a été d'abord un outil de lobbying très puissant pour pouvoir faire que l'État allait déléguer ce service public. En tout cas, c'était de toute façon une action que l'État ne menait pas, mais considérait que ça méritait un argent public important. Après, on arrive dans le vif du sujet, qui est, il y a un effet d'aubaine, c'est-à-dire que tout le monde se met à faire du mentorat pour profiter des subventions. Et après, vient l'heure du bilan, et où finalement, qui a été capable d'atteindre les objectifs qui s'étaient fixés? En général, très peu de personnes, parce que quand vous décidez que vous marquez sur une feuille Excel que vous allez tripler, quintupler votre nombre de bénéficiaires finaux, il faut vous rendre compte que globalement, il faut changer tous vos process pour en être capable. Et la deuxième chose, c'est que malheureusement, il y a des gens qui y arrivent avec une qualité bien moindre. Et de ce fait, ça discrédite le collectif. Et donc moi, enfin en tout cas nous, parce que quand je dis moi, c'est la fondation, les enseignements que nous en tirons, il y a plusieurs choses importantes. C'est qu'il ne faut pas négliger la qualité pour la quantité. La deuxième chose, il faut que la sélection des contributeurs au collectif quand il s'agit de lobbying, ce n'est pas forcément les mêmes que ceux qui doivent être financés. Et enfin, surtout, il faut que la gouvernance du collectif ne soit pas jugée partie. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit capable de scruter la qualité, de la juger, en fait, de produire un cadre et un organisme, je dirais en tout cas, de pilotage et de contrôle, parce que sinon, en fait, ça fait que toutes ces expériences de délégation de services publics au profit de l'associatif, ce qui devrait être le cas, parce que moi je crois que le monde associatif résout des problèmes que ni l'État ni le privé n'est capable de résoudre. En fait, si ce n'est pas bien fait, ça tire une balle dans le pied de tout l'univers associatif. Donc c'est quand même une très grosse responsabilité et souvent, très sincèrement, se jeter corps et âme dans un plan où on va vous doubler votre financement pour que vous doubliez votre nombre de bénéficiaires, globalement, c'est hyper dangereux parce que si le financement est coupé, que vous avez fait des embauches, que vous n'avez pas réussi à doubler votre nombre de bénéficiaires, vous avez juste massacré votre organisation, quoi. Donc ça, c'est important. Donc je passe à la fusion, peut-être. Comme tu veux, si tu veux faire une pause, après je te redonne la parole pour la fusion. Je fais une pause. Tu préfères? C'est bon, ça te va? Moi, j'écoutais, Ouais, pareil, on boit du petit lait, mais ouais. Ouais, franchement. Alors, Elsa? La première chose que je veux dire, c'est merci. Avec plaisir. Vraiment. Merci parce que, en fait, ça fait un bien fou. Il fait chaud, mais on est très contents d'être tous ensemble et de voir. Ouais, franchement, je pense qu'il faut faire un grand bravo à Géraldine et à Fred pour avoir organisé Et à ça. tous les autres, ouais, c'est pour ça. Parce que depuis tout à l'heure, j'écoute et je me dis, mais c'est quand même dingue en l'espace de quelques mois d'avoir décidé de monter ça. Et il n'y avait qu'un entrepreneur social pour avoir cette putain d'idée. Donc, merci beaucoup de nous mettre tous autour de la table, aussi diverses que nous sommes, évidemment, et que ce n'est pas toujours évident d'être en coalition et d'où l'intérêt d'avoir Joint Forces pour ça. Donc, je suis Elsa D'Acosta et je suis la directrice générale de l'ONG, de la branche française de l'ONG Ashoka.
Pour ceux qui ne connaissent pas Ashoka, Ashoka, c'est le premier réseau mondial d'entrepreneurs sociaux. En tout cas, il est plus connu sur cette partie émergée de l'iceberg, qui fait évidemment plein d'autres choses. Ce réseau, donc vous aurez compris en creux que notre objectif, c'est d'essayer de faire des coalitions, ce qui n'est pas toujours évident, même quand on partage justement cette envie de transformer la société. Donc globalement, aujourd'hui, Ashoka est présent dans 93 pays du monde, fédère un peu plus de 4000 entrepreneurs sociaux, existe depuis 43 ans. Et avec, et je suis très contente de l'avoir entendu à peu près 3200 fois depuis cet après-midi, une visée systémique. Donc je vois que depuis 3-4 ans, quand même, cette thématique est rentrée dans le champ de la philanthropie et on ne peut que s'en féliciter, notamment aussi grâce à l'effort qui a été accompli par la Fondation de France et l'ensemble du collectif Racine, auquel nous avons largement participé. Donc notre objectif, c'est d'identifier, d'accompagner, de structurer celles et ceux qui transforment la société tous les jours et qui la transforment justement en faisant une partie curative, comme le rappelait Marion Benhamon, qui est toujours là, une urgence évidemment, mais surtout en réfléchissant aux causes qui suscitent ces problématiques-là pour faire en sorte qu'elles ne se répercutent pas et qu'on puisse transformer profondément les paradigmes. Donc on les finance 3 ans sous forme de bourse et surtout la beauté de notre système, c'est qu'on les accompagne à vie, jusqu'à ce que mort s'en suive. Tout à fait. Ouais, enfin, on n'espère pas tout de suite parce qu'on a quand même besoin de pas mal de monde encore. Et donc, comment cet accompagnement se structure? Et c'est aussi là que les coalitions se créent, finalement, dans ces moments d'accompagnement avec nos entrepreneurs sociaux. En France, notamment, nous avons la chance de bénéficier de 3 types d'accompagnement. Le premier, c'est une kyrielle de partenaires pro bono de grande renommée. Et je pourrais vous citer notamment le cabinet d'avocats Latam et Watkins, qui est de renommée internationale et qui, pour la petite histoire, depuis qu'Ashoka existe en France, c'est-à-dire 20 ans, a déjà fourni près de 25 000 heures de pro bono à l'ensemble de nos entrepreneurs sociaux qui sont aujourd'hui, à date, 86 en France. Nous avons la chance aussi de pouvoir faire bénéficier à nos entrepreneurs sociaux chaque année d'une mesure d'impact. Vous avez à peu près le niveau de coût d'une mesure d'impact pour un entrepreneur social. Je ne parle pas que du coût de la prestation, je passe aussi le coût interne d'un gestionnaire de projet, donc ça fait beaucoup en fait d'argent. Donc on a la chance d'avoir Goodwill qui nous accompagne là-dessus et de tant d'autres. Et également de bénéficier d'une quarantaine de ce qu'on appelle chez Ashoka les mentors philanthropes, donc des hommes et des femmes qui décident d'accompagner, de financer Ashoka et d'accompagner les entrepreneurs sociaux pour leur transformation, leur changement d'échelle. Et en l'occurrence, ce sont souvent d'anciens cadres dirigeants qui viennent de l'économie, je dirais, traditionnelle et qui peuvent accompagner justement ces entrepreneurs dans le cadre de leur stratégie, de leur questionnement, de leur bien-être aussi. On n'a pas suffisamment parlé du bien-être des entrepreneurs sociaux qui sont constamment en train de chercher de l'argent pour pouvoir continuer à assurer ces fameuses parfois délégations de services publics. Donc effectivement, il y a aussi besoin d'être extrêmement entouré. Et le troisième partie de notre accompagnement, c'est le réseau Ashoka lui-même. Et notamment, on en parlera peut-être tout à l'heure, de programmes qu'on appelle Globalizer et qui identifient quelques pépites au sein des 4000 pour leur permettre justement d'imaginer cette croissance au-delà de leur propre territoire d'expérimentation qui peut être souvent très local et de voir comment, en joint forces, justement, on peut passer à l'échelle dans d'autres pays en capitalisant sur d'autres qui font peu ou prou ce qu'on peut faire déjà dans son pays, histoire de ne pas réinventer la roue en permanence. Voilà. Et dernier point sur lequel, avant de repasser la parole à Elisabeth pour qu'elle finisse son point 3, dernière chose sur laquelle je voulais insister, je crois que c'est important qu'on sache définir aussi les mots entre ce qui est la coalition, ce qui est la coopération, ce qui est la collaboration, enfin tout ce genre de choses. C'est vraiment des sémantiques qui sont extrêmement différentes et qui n'ont pas les mêmes visées, qui n'ont pas les mêmes notions de délai non plus dans le temps, ni les mêmes façons de faire, façons de produire. Donc je crois qu'il faut aussi qu'on soit très clair sur ces champs d'action-là. Et moi, il y a quelque chose qui m'anime beaucoup. Donc quand j'entendais Alice et Laurence tout à l'heure, évidemment, ça nous parle tous, ou même Sébastien avec l'opération Mignard ou avec Sillage aussi, ce qui est fait. Je crois qu'avant de faire collectif, il faut d'abord qu'on sache quel est notre commun. Parce que, en fait, quand on regarde faire ensemble jusqu'au bout, faire corps, c'était même faire corps ensemble jusqu'au bout, moi je pense qu'il faut qu'on fasse cœur jusqu'au bout. Parce que si à la base on commence que par faire corps, il y a une désunion, c'est comme dans le marathon, le sprint ou autre, quand on va très très vite, il peut y avoir une forme de désunion en fait de l'ensemble des membres d'un propre corps, et c'est là qu'en fait c'est extrêmement contre-productif, comme vous le notiez tout à l'heure. Donc la question c'est quoi notre commun? Parce qu'avant de faire un sport collectif, on aime individuellement le foot, chacun. Donc ce serait bien qu'on sache quel sport on aime pratiquer pour après être en capacité de le faire ensemble.
Super. Elisabeth, tu veux enchaîner ou on repart Je veux bien enchaîner parce que d'abord, je voulais dire que nous, on avait Ashoka, c'est absolument formidable parce que ça repère vraiment des gens qui changent le monde. Nous, par exemple, on a accompagné à la suite d'Ashoka, à l'époque, ça s'appelait Synlab, ça s'appelle désormais Ecoluma, et c'était une volonté de changer la formation pédagogique des enseignants. Et c'est vrai que nous, on peut être considérés comme des gens qui récupèrent les associations une fois qu'elles sont passées à un niveau suffisamment important. Donc, on peut dire que c'est des startups, nous, on est des buyouts en vocabulaire du capital investissement. Et pour reprendre mon point 3, parce que Vas-y. merci. Sur les fusions qui, à mon avis, vont devenir, mais j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui en avait beaucoup fait ensuite, qui vont devenir, à mon avis, monnaie courante. Déjà, dans cette histoire de 100 000 entrepreneurs et entreprendre pour apprendre, l'idée, c'était d'apporter une meilleure réponse aux besoins de jeunes en matière d'orientation au niveau du collège. Et donc, l'idée, c'était de réussir à aborder une classe d'âge entière, c'est-à-dire 200 000 enfants, par le biais de 100 000 entrepreneurs qui, elles, donnaient une espèce de starter pour donner le goût à l'entrepreneuriat et entreprendre pour apprendre, qui peut aller jusqu'à 60 heures par an d'initiation à l'entrepreneuriat, de réfléchir sur la façon d'entreprendre sa vie, etc. Bon, je ne vais pas développer le programme. Mais en gros, c'était des offres complémentaires qui vont permettre d'avoir une offre commune qui non seulement permettent de toucher toute la classe d'âge, mais évidemment qui permettent aussi d'avoir une efficacité de fonctionnement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, l'accompagnement de la Fondation Alpha Omega ici, c'est non seulement d'aider à déterminer la vision stratégique, mais après d'organiser avec la direction générale et les régions le rôle de la tête de réseau et le rôle de la fédération, et ensuite de piloter tous les chantiers de fusion qui sont finalement assez importants et à prendre dans l'ordre. Et typiquement, à part la vision stratégique, il faut apporter de l'expertise sur des problèmes juridiques, système d'information, stratégie de marque, etc. Donc ça, les gens n'y pensent pas forcément, mais à partir d'une taille d'assaut, ça devient quand même relativement majeur. Et le pilotage du rapprochement, il est aussi très complexe parce que souvent, les associations ne sont ni dotées de ces ressources en interne, ni forcément aptes à les payer. Et c'est vrai que, encore une fois, par rapport nous à notre philosophie, on met de l'argent et des compétences, de l'argent interne, mais parfois en collaboration avec d'autres financeurs et des compétences internes, mais aussi des mécènes de compétences pro bono ou at cost, qui nous permettent en fait d'apporter ces ressources pour mettre l'organisation en capacité de réaliser et de surtout réussir sa fusion. J'ai fini mon point 3. Ouais. Et là, Elisabeth, sur cette fusion-là, elle est dans quelle case du cadran? C'était une fusion voulue, subie, du fait des circonstances, conscientisée? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Et je ferai rebondir Véronique et Johanna aussi sur ces questions-là. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que, enfin, comme vous le savez, dans l'associatif, souvent ça tourne, les directeurs généraux. Et nous, on est souvent impliqués dans le recrutement des directeurs généraux des associations de notre portefeuille, pas tous, mais quand on nous le demande. Et quand on a recruté ce directeur général, je dis, moi, mon rêve le plus fou, c'est un rapprochement EPA 100 000. Et bon, il avait écouté vaguement. Et en fait, il s'avère que le fondateur de 100 000 entrepreneurs, qui s'appelle Philippe Hayat, qui a œuvré toute sa vie pour promouvoir l'entrepreneuriat comme solution à beaucoup d'enjeux pour les jeunes. En fait, il a voulu partir parce qu'il avait envie de passer à d'autres choses. Il était resté 20 ans dans cette industrie en plus de son travail. Et il est allé voir Entreprendre pour apprendre pour lui demander si ça les intéressait de se rapprocher d'eux. Donc, il y a eu une très, très grosse discussion au sein d'Entreprendre pour apprendre. Et la question de Frédéric, elle est très, très pertinente. C'est-à-dire que dans ce cadre de fusion, il y a autant de gens hyper enthousiastes que de détracteurs.
Et souvent, c'est la réflexion et la mobilisation interne aux associations existantes qui est plus difficile que la fusion elle-même. Et maintenant encore, pendant ce travail de rapprochement de ces deux entités qui est juste au stade de la pensée, pas encore du déploiement, enfin en tout cas du plan, mais l'opérationnalisation commence en septembre, eh bien moi je crois qu'il y a toujours au sein des organisations, que ce soit en région, parce que finalement dans les fédérations, il y a des régions qui n'ont pas envie de devenir une région dans une organisation beaucoup plus structurée finalement, parce que quand vous rapprochez deux organisations, vous renforcez le rôle de la tête de réseau, vous renforcez les process, etc. Donc c'est pas si simple pour des gens qui sont aussi venus dans l'associatif parce que c'était ni Dieu ni maître, quoi. Quand parfois on choisit l'associatif parce qu'on ne veut pas rentrer dans le corporate, etc. Donc ça change leur vision et c'est une vraie question de fond, je trouve. Et par ailleurs, au niveau de la tête de réseau, il y a aussi des réflexions qui sont parfois très complexes. Donc, une fusion, c'est pas rien. Dans la salle, il y a Benjamin Blavier qui a réussi sa fusion avec Boris Walbaum. Mais c'était deux personnes très en phase et très engagées. Mais c'est une fusion, en tout cas moi ce que je suis en train de vivre, c'est pas simple. Et en effet, je vais passer peut-être la parole Oui, Véronique à veut bien ma vous entendre. copine qui vit au quotidien. Merci. Non, nous, on a eu de la chance, en fait, c'était vraiment des fusions qui étaient voulues de part et d'autre. Donc, en fait, il n'y a pas eu beaucoup de résistance. C'était vraiment des deux parties. Il y avait cette volonté, un objectif commun. Mais ce qui est important, effectivement, c'est que chacun y voyait aussi son intérêt. Je pense qu'il n'y a pas eu de... Parce que dans les fusions, il y a aussi les histoires des postes et donc les doublons. Et ça fait effectivement pas mal de tensions. Là, on avait de la chance, on a pu gérer. Il n'y en avait pas trop. Et on est parti en co-direction, même sur la première fusion. Donc voilà, non, mais après, je rebondis aussi sur tout ce qui a été dit. Le facteur humain est absolument essentiel, à la fois la volonté et la bonne entente. Ça semble tout bête, mais c'est vrai qu'il faut bien s'entendre, il faut sentir voilà, un peu dans le même moule. Alors c'est peut-être un peu de l'entre-soi, mais ça facilite aussi grandement les choses voilà, pour déployer ensemble les mêmes valeurs, la même culture et faire en sorte que les choses ne soient pas trop saccadées ou mouvementées. Mais Elisabeth disait ça s'accompagne, juridique, RH, IT, etc. Mais comment on accompagne le putain de facteur humain? Oui, ça s'accompagne et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Alors nous, on a eu beaucoup de chance. On a eu des accompagnements. Alors un accompagnement financier qui s'appelle le FRIO, qui accompagne les associations internationales, enfin qui travaillent à l'international pour se renforcer. Donc la première fusion, qui était peut-être la plus grosse pour nous, on a eu un accompagnement du FRIO avec une avocate et une accompagnatrice au changement qui donc a piloté la fusion parce qu'on était tous le nez dans le guidon et on avait vraiment besoin de quelqu'un qui prenne la charge mentale du processus et après, bon, nous, on a passé pas mal de temps, mais on a suivi. Et ensuite, pour les deux dernières, on a travaillé avec AADH, l'Association des avocats pour les droits de l'homme, qui est une association extrêmement précieuse pour les associations parce qu'elle met à disposition, elle trouve, quelle que soit la mission, elle trouve des avocats ou des cabinets d'avocats qui nous accompagnent pro bono. Donc pareil, et c'est vrai que la partie juridique, une fois qu'on connaît un peu le processus, bon, ça va, mais la partie juridique est quand même un peu délicate, il faut faire le traité de fusion, etc. Mais après, effectivement, il y a toute cette préparation, ça prend du temps, il faut rallier, il faut se mettre d'accord, effectivement, le nom, la stratégie, les projets, ta. Et puis après, quand on fusionne vraiment, il y a toute la partie comptabilité, système d'information, etc. Et là, c'est vrai que pour les équipes, c'est un peu dur. Et moi, je vois, cette année, mon équipe m'a dit, non, Véronique, pas de fusion cette année, s'il te plaît, parce qu'on en a un peu... Voilà. Et donc là, c'est vrai qu'effectivement, on aurait besoin dans l'idéal. Et c'est pour ça que, comme on aime s'associer, on a aussi contacté Joint Forces, parce qu'on sait que dans l'idéal, il faudrait être soutenu pour avoir des ressources supplémentaires pour pouvoir aussi rendre les choses un peu plus smooth. Une fois qu'on a... OK, l'AG a dit oui, mais maintenant, il faut le faire et ça prend aussi pas mal de temps. Voilà. Johanna, tu veux réagir sur la partie fusion et puis après passer à la partie coalition peut-être? Alors, rapidement sur la partie fusion, parce que moi, je n'étais pas là au moment de la fusion, donc je ne peux pas dire exactement comment ça s'est passé au niveau humain. Ce que je sais, c'est que c'était un souhait et une volonté et que ça s'est passé, en tout cas, avec la volonté de chacun pour y aller. Et qu'une des deux DG a dit moi, je ne veux pas y aller. Donc, voilà, l'autre DG y est allé. Donc, c'est déjà effectivement un avantage. Ce que je dois dire, c'est que
moi, ce que j'ai ressenti à mon arrivée, c'est que la fusion n'avait pas été accompagnée d'un point de vue stratégique sur qu'est-ce que ça va changer au quotidien, mais que finalement, comme la nature a horreur du vide, ce que je trouve extrêmement intéressant et ce qui fait le sel de cette association que j'adore, que je dirige aujourd'hui, c'est il s'est passé une espèce de fusion entre ce qu'était United Way France, qui était un pur broker. United Way France allait récolter des fonds et les reverser à des associations partenaires pour intervenir auprès des élèves, alors qu'Alliance des mécènes pour l'éducation était un opérateur qui agissait directement auprès des familles, des élèves et de leurs familles. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a un modèle tout à fait original où et il n'est pas facile à expliquer à nos financeurs, on est en même temps opérateur et en même temps financeur. On reverse 40% de notre budget à des associations partenaires qui interviennent sur les axes que j'ai mentionnés au sein des collèges. Mais en même temps, j'ai une équipe de 18 personnes et parmi eux, 15 sont dédiés à l'opérationnel puisque c'est eux qui sont en contact avec les chefs d'établissement pour coordonner l'entièreté du programme sur le territoire. C'est aussi eux qui sont au contact des mairies, des départements, des cités éducatives pour essayer on va dire, d'inscrire ce qu'on fait avec les jeunes de collège dans les quartiers prioritaires dans une logique de politique de la ville. Et ça, c'est très intéressant d'avoir cette double casquette et d'opérateurs et de financeurs. D'ailleurs, on est ravis de cette fusion entre Sanka et Entreprendre pour apprendre, puisque ce sont deux partenaires formidables qui déploient des ateliers avec notre association. Donc, effectivement, d'une certaine manière, pour nous, ça va faciliter les choses, même si leur pédagogie était toutes les deux très intéressantes. Mais voilà, moi, je pense que c'est la fusion qui a permis ce modèle tout à fait hybride et intéressant. Et le fait que quelque part, ça n'ait pas été accompagné stratégiquement a permis, on va dire que la nature sauvage se réveille et que cette double approche opérateur-financeur puisse se faire. Et je pense que c'est une réussite, c'est-à-dire d'être en même temps capable de bien connaître le sujet. Là, on intègre une chercheuse pour étudier l'impact du programme sur le long terme auprès des familles, auprès des jeunes, pour aller au dernier kilomètre, vraiment comprendre quels sont les besoins de ces jeunes de quartiers prioritaires. Parce qu'un des problèmes de l'ESS que moi, j'ai remarqué depuis le nombre d'années où j'y suis, c'est que parfois, on projette sur les premiers concernés, j'aime pas du tout dire bénéficiaires, des attentes et des besoins qui ne sont pas réels, en fait. Donc, on a vraiment besoin, et je le dis aujourd'hui, c'est extrêmement important, on n'y arrivera pas si on ne construit pas avec les personnes qu'on accompagne, car elles sont détentrices du pourcentage le plus élevé de la solution. Et nous sommes simplement détenteurs d'une toute petite partie de la solution. Et on revient au bâtissage des cathédrales, on revient au bâti des cathédrales, c'est-à-dire que nous ne sommes que des passeurs pour accompagner les premiers concernés à construire leur destin. Elsa, tu veux rebondir et parler? Pas forcément sur ce que tu as entendu. Je rebondis sur tout ce que tu veux. C'est ça. Voilà. Non, c'est hyper important ce que Johanna vient de dire, en fait. Mais, parce qu'il y a le changement systémique, mais il y a l'approche systémique. Et dans l'approche systémique, en capacité, les premiers concernés, c'est la base. Sinon, ça ne fonctionne pas du tout. Et effectivement, on continue à reproduire des solutions qui, de toute façon, deviennent aussi une partie du problème. Donc, effectivement, ça, c'est clé. Les coalitions, elles sont diverses, en fait, évidemment. Et le sujet qui les occupe, c'est le problème de financement des coalitions. On le voit très bien hein, quand on compte sur la bonne volonté des uns et des autres et de notre bénévolat dans le cadre de coalition, on voit très bien que ça s'essouffle au bout d'un moment, justement parce que ce n'est pas financé. Donc nous, moi je suis un petit peu le cul entre deux chaises, hein, pardon de l'expression, parce que j'ai et une association et une fondation. Donc je suis et philanthrope et opérateur. Donc ça me permet d'avoir une visée un peu différente, d'où l'intérêt aussi de participer au collectif Racine pour avoir été dans ce meilleur des deux mondes, je dirais. Donc c'est sûr que quand on veut maintenir une forme de cadence en ayant juste en tête l'impact qu'on souhaite avoir justement par la fédération de cette coalition, c'est essentiel que des gens soient payés pour ça. En fait, c'est vraiment essentiel parce qu'on ne peut pas compter sur la bonne volonté de chacun, parce qu'on a tous nos propres sujets, préoccupations organisationnelles déjà financées par d'autres qui nous attendent aussi au tournant d'ailleurs pour qu'on puisse faire notre propre impact. Donc on ne peut pas se rajouter des choses et des choses et des choses et puis après se mettre soit dans une position de saint, soit dans une position de martyr. Donc, parce qu'en fait non, ce qu'on fait pour moi ça me paraît juste essentiel et on est quoi, 85-87 ans à peu près sur Terre, on va dire, donc autant qu'on ait une raison intéressante d'y figurer.
Sinon, ça fait pas grand sens. Et là, je reprends juste les propos de Nancy Houston sur l'espèce fabulatrice que je vous invite évidemment à lire et qui nous raconte beaucoup de choses sur l'intérêt de travailler sur les sujets d'intérêt général. Chez Ashoka, on a plusieurs types de coalitions. On a des coalitions qui sont comme celles qui ont été pitchées et expliquées avec Joséphine ce matin à Racine pour transformer les pratiques, enfin, en tout cas, modestement contribuer à transformer les pratiques de la philanthropie, même si malheureusement le contexte extérieur nous amène quand même à une forme de backlash aussi, à revenir sur, attention, un sou est un sou, on veut savoir exactement ce qui se passe, on revient sur les appels à projets hyper normés, on le voit, on le sent, hein, alors qu'on était en train d'arriver, on pensait, un peu comme au moment du printemps silencieux, on pensait que l'écologie, ça y est, ça allait être un truc qui allait être saisi par tous les politiques, et boum, les pétroliers arrivent, et bon, c'est fini. Donc là, j'espère que ça ne va pas être le cas pour les appels à projets, notamment sur la partie des financeurs. N'empêche que l'expression d'Ashoka a été assez importante à cet endroit-là. Et puis après, il y a des coalitions qu'on forge aussi avec des partenaires corporate. Et on ne s'y attend pas comme ça, parce qu'on a souvent opposé, je reviens sur les silos, les grands méchants du corporate, etc. Moi, je suis convaincue d'un truc. Peut-être que je me trompe, j'espère pas, mais je suis convaincue d'un truc, c'est que l'intérêt général, ce n'est pas l'apanage du tissu associatif, en fait. Vraiment pas, et de moins en moins. Et je crois que l'intérêt général du XXe siècle, ce n'est pas celui du XXIe siècle non plus. Donc il faut qu'on apprenne à diffuser partout, d'une manière ou d'une autre, une sensibilisation, voire une opérationnalisation de l'intérêt général dans tous les corps de l'économie. Et ça passe par les entreprises. D'autant plus que, ça n'aura échappé à personne, avec les coupes budgétaires monstrueuses qui nous annoncent, Benjamin, je parle sous ton contrôle, 120 milliards d'euros sont recherchés, quand même, 120 milliards d'euros. Je vous rappelle, Sébastien qui parlait qu'il voulait juste 1 milliard. Là, maintenant, c'est pas pour faire des choses bien. Là, maintenant, on est en train de chercher pour essayer de remettre l'État à flot, entre guillemets, 120 milliards sur la partie philanthropique notamment. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises vont devenir un vivier extrêmement important de soutien du tissu associatif. Mais ce n'est pas simplement en leur demandant du mécénat qu'on va réussir à changer les choses. Eu égard aussi au backlash qui arrive sur toutes les politiques de diversité, d'inclusion. Et il y a eu quand même beaucoup d'acteurs là qui sont venus parler d'inclusion et de diversité quand même. Donc, c'est un gros questionnement qu'on va avoir. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie où il va falloir qu'on les aide aussi à transformer leurs pratiques et à leur dire aujourd'hui, une entreprise, elle est politique, elle a un vrai rôle dans la cité. Donc, on l'a fait à deux endroits. Enfin, je ne parlerai que d'un pour laisser la parole aux autres. À un endroit qui concerne la grande précarité énergétique. Et moi, je suis hyper fière de ce partenariat-là. Donc là, je vais un peu me la péter 2 secondes parce que franchement, je suis contente de ce partenariat. Vas-y. Avec EDF. Et je fais un coucou à Luc Raymond qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps de la direction d'EDF. J'espère qu'il atterrira à un bon endroit parce qu'il a fait énormément aussi de choses au sein de cette organisation. Quant Réseau Ecohabitat, donc Franck Bidiot, qui travaille sur la très grande précarité énergétique, notamment à Compiègne, me dit dans une visite terrain, oh là là, j'en ai marre, attends, EDF, ils mettent des compteurs Linky partout sur des bicoques qui sont complètement en train de suinter. Moi, je suis là pour rénover les chantiers des gens qui n'ont pas l'argent pour le faire. J'avance tout ça avec des matériaux biosourcés. Je forme les artisans pour pas qu'ils aient peur que les gens ne les payent pas. Je réussis à remettre en fait de la citoyenneté chez ces foyers-là qui étaient délaissés parce qu'ils avaient un habitat complètement délabré. Ils ne recevaient plus chez eux. Leurs enfants étaient malades en permanence parce que les murs n'étaient pas sains. Donc j'en ai marre et tout. Je dis mais écoute, c'est génial, on est en train de renouveler un partenariat avec EDF. Et si vous faisiez un truc ensemble? Donc d'un petit partenariat, vraiment petit d'un point de vue financier, en fait, on a déclenché, alors 18 mois après, une vraie politique publique qui a permis à Agnès Pannier-Runacher, qui est redevenue ministre entre-temps de cette thématique-là, de financer la très grande précarité énergétique au sein du PLF avec 18 millions d'euros. Le partenariat, c'était 40 000 euros. On est passé de 40 000 euros sur un an à 18 millions d'euros avec d'autres acteurs aussi qui travaillaient sur la problématique de la grande exclusion énergétique. Il n'y avait pas que Réseau Ecohabitat qui en a bénéficié. Donc ça, c'est aussi parce qu'on s'est mis en coalition avec Réseau Ecohabitat, Ashoka, qui faisait un peu ce tiers de confiance hyper important dans les coalitions. Un tiers de confiance, je revenais sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la gouvernance, c'est vous qui en parliez, la gouvernance justement de la coalition, elle est fondamentale. Il faut qu'il y ait ce tiers de confiance qui ne soit pas jugé parti justement, mais qui soit là pour faire en sorte que les meilleurs intérêts se répartissent. Donc ça, c'est pas négligeable non plus. La coalition, elle se passe aussi avec des acteurs qui ne sont pas dans notre écosystème. Parce que souvent, la fusion, on a l'impression que ça va nous sauver parce qu'on est en peine et on se dit, bon, en fait, on est drivé par l'impact, mais c'est pas grave, on y va quand même. Ça va être un peu dur.
ça va tanguer, les équipes elles vont râler, mais allez, on est pour l'impact. Mais en fait, la réalité, c'est que ça va bien plus loin que ça, c'est de re-responsabiliser l'intégralité du tissu économique français sur l'intérêt général. Et on essaie de le faire aussi au-delà des frontières avec des partenaires qui sont des partenaires internationaux. Voilà pour Coalition Ashoka. Sophie, au-delà des frontières? Ouais, non, mais je voulais rebondir sur d'abord le point très important que absolument une coalition, nous on le voit les coalitions qu'on a, elles sont toutes financées en fait, hein, et c'est la plateforme qui est financée. Donc il y a plusieurs, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais enfin en gros il y a deux modèles, hein. Nous on les a catalysés ces coalitions. Donc soit la coalition les financeurs allouent une enveloppe annuelle à Impact Europe qui mobilise son réseau, qui est facilitateur, qui est conveneur, et puis qui fait en sorte que on est partenaire stratégique pour les aider à affiner la thèse d'investissement, à bien structurer les 3 piliers comme j'ai expliqué, comme affiner les plans chaque année, les KPI, mesure de l'impact, etc. Mettre tout ça, les aider à mettre tout ça en musique. Donc soit c'est nous qui sommes payés pour faire ça, soit c'est un partenaire qui est désigné, puis nous, et voilà. Mais on parle de, je veux dire, à moins de... On a monté l'Alliance sur la jeunesse avec Ashoka, hein, tout au début, avec Arnaud. Ouais. Moreau, bon, ben, on leur disait, à moins de 150 000 euros par an, on n'y arrive pas, on ne va pas délivrer l'ambition. Hein, donc ça, soyons très transparents, c'est clair. Le secteur privé le reconnaît. Et pour un changement systémique, hein, ce n'est pas un buzzword, pour vraiment adresser les problématiques de façon profonde, adresser les barrières des bénéficiaires, ils sont prêts à mettre de l'argent sur la table pour faire les choses bien. Voilà. Tout le monde ne l'est pas, mais voilà. Et 2-3 choses que je voulais partager avec vous sur peut-être les leçons qu'on a apprises de ces coalitions par les financeurs. 2-3 leçons. La première, absolument capitale, c'est qu'une des raisons pour lesquelles, oui, changement systémique, mais très concrètement, pourquoi ils le font aussi, c'est qu'ils cherchent l'effet des multiplicateurs catalytiques. Et je vous donne l'exemple de la coalition sur la santé. Je parle des financeurs. Voilà, la coalition qu'on a sur la santé avec Philips, Bringer, Ingenheim, Bayer, etc. En fait, ils ont mis 2 millions de dollars l'année dernière sur la table. Ça leur a permis d'embarquer 10 millions à la fin. Parce qu'une garantie peut tout... Quelqu'un autour de la table est capable de donner une garantie, mais tout d'un coup, ça va être un acteur privé ça va dérisquer la structure financière et ça va débloquer d'autres financements en dette ou en equity avec un acteur, une compagnie d'assurance, une banque qui ne pouvait pas s'embarquer sur le financement du projet. Donc, cet effet catalytique est fondamental en fait, hein, et c'est dans la durée, c'est ça qui les motive aussi parce qu'ils cherchent l'échelle, hein, le secteur privé, il cherche l'échelle et franchement, vu l'urgence des sujets, small is beautiful, mais il y a quand même beaucoup d'urgence et il faut y aller escaler. La deuxième chose, c'est que on passe petit à petit, voilà, d'une posture c'est un peu buzz expression, mais comme punchline, tu dis punchline, du écosystème à l'écosystème. Et Plutôt charmeur. Mais je crois que ça évolue et les entreprises, absolument plus que jamais, elles peuvent et elles doivent là être dans un timing où le public n'a plus d'argent, les fondations, elles font ce qu'elles peuvent, mais on ne va pas sauver le monde avec la philanthropie. Pardonne-moi, mais je sais que tu es d'accord. Et les fonds d'impact galèrent. Bref, donc le secteur privé doit utiliser son bilan et pas seulement l'argent des fondations et du mécénat pour jouer son rôle sociétal et s'embarquer sur ces coalitions, au moins dans un environnement pré-compétitif. Et puis, mais ça suffit à embarquer après d'autres investissements plus importants au sein de l'entreprise. Et puis, troisième chose, oui.
complètement d'accord avec ce qui a été dit aujourd'hui. Ça, c'est la grande leçon. J'étais lundi à Bruxelles avec le steering committee de notre Alliance pour la jeunesse. On a passé toute la journée à essayer de voir comment on peut être plus ambitieux sur le pilier numéro 1 de co-investissement des projets. Et en fait, on est en learning loop. Donc, il faut avoir l'humilité, le courage, tout en gardant la bonne ambition de se dire on tente, on essaye. Voilà. Et on expérimente et il y a possibilité aussi de le combiner avec l'atteinte de KPI et pas faire de learning loop dans les nuages. Hein. Les bénéficiaires, il faut les aider, il y a des KPI. Sinon, pareil, secteur privé, il ne reste pas dans la coalition. Hein. Donc, voilà ce que je voulais partager. Et dernière chose, la France, parce que j'aime le dire, Elsa pourra sans doute confirmer, quand on benchmark au niveau européen, je peux vous dire qu'il y a un terreau extrêmement fertile pour les coalitions. Alors certes, oui, on n'a pas la culture du compromis des pays du Nord. On ne va pas se mentir, c'est un peu vrai. Ok. Mais d'un autre côté, on est champion d'Europe, y compris UK, je mets le UK dedans, sur le financement de l'innovation sociétale depuis des décennies, avec un rôle de l'État qui a joué un rôle remarquable au niveau systémique, etc. Le secteur privé, nos entreprises, elles sont tout à fait championnes là-dessus, avec des Global CIO depuis 30 ans qui ont eu cette vision, puis qui ont embarqué un premier cercle, un deuxième cercle, etc. Et on garde notre avance là-dessus. Donc, pour moi, terreau extrêmement fertile en France sur ces coalitions d'acteurs côté financeurs. C'est ma casquette. Elisabeth, tu voulais réagir? Oui, alors moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui a été dit, hein. Dans le sens où il y a plusieurs éléments. D'abord, qu'il y ait une volonté d'agir, je pense que c'est présent. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes. Moi, je crois qu'on peut changer le monde avec la philanthropie, mais pas avec des bons sentiments, avec un process quoi, qui tient la route. Je crois que, en fait, il faut distinguer l'expérimentation du déploiement et il faut distinguer les gens qui ont fait la preuve du concept des gens qui ont encore à la faire. Ça, déjà, c'est le premier point. C'est-à-dire que je trouve qu'en France, le niveau de professionnalisation des associations, il est très divers et finalement, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour l'expérimentation, il y a un temps pour la validation de l'expérimentation, il y a un temps pour la généralisation de l'expérimentation et il y a un temps pour l'effet systémique. Donc l'effet systémique, c'est la fin du process, c'est pas le début. La deuxième chose, c'est que il y a du saupoudrage financier, ce qui fait qu'en fait, il y a un coût d'opportunité pour les gens qui font vraiment quelque chose. Moi, je trouve ça très bien d'essayer de produire et de trouver des solutions par rapport à des problèmes qui se posent, mais il ne faut pas que ce soit un coût d'opportunité pour ceux qui ont déjà une solution qui marche et qui finalement... Moi, je vais vous donner un exemple. Il y a des associations dans le portefeuille d'Alpha Omega qui, quand elles accompagnaient 5000 bénéficiaires, bénéficiaient d'une subvention de l'ANCT, qui est le ministère des Territoires, là, je ne sais plus comment ça se dit. Voilà, cohésion des territoires, de 300 000 €. Elles accompagnent aujourd'hui 50 000 bénéficiaires et elles bénéficient d'une subvention de 280 000 €. Donc, il n'y a pas de perdième dans l'associatif. Il n'y a pas de calcul de cet ordre au niveau des ministères nationaux. Ce n'est pas forcément le cas dans les collectivités locales. Mais en gros, il y a une grosse réflexion à avoir sur le fait de mettre l'argent sur les choses qui marchent et de mettre une portion de l'argent sur l'expérimentation. Et quand elle marche, de voir à quel stade elle est. Ça, c'est la première chose. Donc, en fait, pourquoi et où il faut mettre son argent? D'abord, quel est le besoin des jeunes? C'était très bien dit par Johanna, mais c'est aussi très bien dit par des chercheurs. Et parfois, il y a des gens qui créent des associations parce qu'ils ont envie d'aider les gens, mais ils n'ont pas forcément étudié avec attention le besoin des jeunes ou des bénéficiaires ou des des premiers concernés. Ensuite, quel argent on met dessus, à quel stade de développement? Et ensuite, nous, c'est notre raison d'être, mais il n'y a aucun jugement de valeur, mais on explique aussi un peu notre modèle. C'est-à-dire qu'après, savoir pourquoi on veut faire quoi et comment on veut le faire, après, il faut le faire. Et en fait, pour le faire, et pour le faire à grande échelle, donc en imaginant qu'on veut généraliser une solution associative,
En fait, il faut processer et professionnaliser les organisations associatives au même titre qu'on le fait pour les organisations for profit. Et c'est là, il faut mettre de l'argent, 2, il faut mettre des compétences et il faut mettre du levier. Donc, en fait, moi, je continue de penser que quand on veut résoudre un problème sociétal, il faut choisir à quel moment il faut agir dans ce problème sociétal. Il faut choisir avec qui on veut agir. Il faut des gens qui ont fait plus que la preuve du concept. Il faut mettre les organisations en état d'agir. Et après, il faut accompagner leur croissance en mettant du levier, c'est-à-dire en mettant du financement, des compétences, du financement supplémentaire, des compétences pro bono et une réflexion sur le modèle économique. Et c'est pour ça qu'il faut que les philanthropes s'occupent aussi de cette partie-là, parce que personne ne veut payer et personne ne veut mettre son nez là-dedans. Et donc là, on arrive à la dernière problématique, qui est la problématique des bonnes pratiques business du monde associatif, et considérer que le mot business n'est pas un gros mot, mais au contraire une chance de professionnalisation. Merci Elisabeth. Elsa, le mot de la fin? Alors, rapidement, juste pour l'État, parce qu'en fait, on a beaucoup parlé de l'État en disant que c'était génial, l'État nous accompagnait, etc. Moi, je suis assez inquiète, en fait, parce que je ne suis pas sûre que quand il nous accompagnait depuis longtemps, il nous accompagnait forcément de manière systémique, si je puis dire, mais pas dans le bon sens. Je prends un exemple qui m'a vraiment frappée et qui n'est pas si éloigné que ça de nos flux RSS ou sur les réseaux, c'est ce qui s'est passé avec les Restos du Cœur, par exemple. Quand il y a eu ce cri d'alarme en disant, voilà, il nous manque tellement d'argent, c'est plus possible, et que Bernard Arnault est arrivé avec son chéquier en mettant 10 millions sur la table et qu'on s'est dit, bon, ça va, ça décale. La réalité, c'est qu'en fait, il y a aussi une ubérisation de l'intérêt général et qu'en fait, ça fait plus de 35 ans que les Restos du Cœur existent. Je vous rappelle que quand Coluche a lancé son appel en 85 ou 83, il parlait de 3 500 repas par jour. Aujourd'hui, on est à 350 000 repas par jour. 50% des bénéficiaires des Restos du Cœur ont moins de 25 ans. Et on a laissé faire, en fait, ça. Et moi, ça, quand j'entends que l'État nous a aidés, etc., je me dis en fait, on a un problème réel. C'est-à-dire que pour le coup, on n'a pas attaqué les causes racines de la grande précarité alimentaire en France. Et c'est un vrai sujet pour nos enfants et pour les enfants de nos enfants. Ce n'est pas normal qu'on laisse les choses s'installer de cette manière-là, de manière pérenne. Donc, on a aussi, dans nos coalitions, à intégrer l'État pour expliquer aussi ce qui se passe, pour justement aller chercher ce que les premiers concernés sont en train de nous dire. Nous, on parle souvent d'incapacité, ceux qui subissent le problème, en fait, parce que c'est eux, effectivement, qui sont détenteurs de cette solution. Donc, notre vigilance maximum pour les coalitions qu'on monte, ce n'est pas simplement qu'elles soient écosystémiques et qu'on soit tous très contents de se voir dans ce cadre de ce rendez-vous, et c'est vrai, mais aussi de penser à qui est plus éloigné de moi, sur qui j'ai le plus de représentation aussi à casser, parce qu'en fait, il y a plein de gens très, très bien dans les administrations, plein de gens super bien dans les entreprises. Je me rappelle d'une fois quand on m'a dit « Ouais, mais Ashoka, voilà, vous travaillez avec EDF ». Je dis « Non, je ne travaille pas avec EDF. Je travaille avec Karine de Boissezon. » C'est complètement différent, en fait. Parce qu'à partir du moment où on a identifié un agent de transformation dans une organisation et qu'on est capable de l'emmener avec soi, là, on arrive à transformer les pratiques, toujours au service de l'intérêt général. C'est vraiment ça, en fait, qui nous drive. Donc, pensons aussi à aller chercher d'autres acteurs en les mettant autour de la table pour faire en sorte que ces pratiques soient hybridées, comme le disait très justement Elisabeth juste avant, et qu'on soit dans une professionnalisation de l'intérêt général pour trouver enfin, et ce sera le mot de la fin, un vrai modèle économique pour l'intérêt général au XXIe siècle. Amen. Merci beaucoup. Merci, merci.